sait que les études montrent que le délirium aux soins intensifs pourrait augmenter la mortalité jusqu'à 15 à 20. Est-ce qu'on aurait trouvé une manière de diminuer la mortalité associée au délirium? C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Allô Mathieu, comment ça va? Hey, salut Yann, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi. Ça s'enligne vraiment super intéressant aujourd'hui comme épisode. Oui, surtout que ça touche la pharma puis les médicaments, fait que naturellement, on est dans ton dada. Le délirium aux soins intensifs. En passant, on a déjà fait des podcasts là-dessus, fait que je n'ai pas pour aller écouter les podcasts. Aujourd'hui, on va un petit peu plus se concentrer sur une étude qui est sortie à l'automne dernier qui s'appelle AID-ICU, AID-ICU, qui est sortie dans le New England, qui est en 2018 et 2022. On évalue un peu ce qu'on a vu dans les dernières études, là, comme l'étude Mind USA, que c'est une des études qui est venue un peu standardiser puis nous démontrer un peu ce qu'on savait déjà par rapport aux neuroleptiques, aux soins intensifs. Mais bref, cette étude-là a comparé le Haldol avec le placebo. Et il y avait environ 1000 patients, moitié-moitié dans chacun des groupes. Puis le groupe Haldol recevait 2,5 mg IV TID d'allopéridol avec des 2,5 PRN versus le placebo, qui était en équivalent en termes de quantité de liquide, c'était à double insu. Donc les infirmières et les médecins ne savaient pas ce qui était donné. Chose intéressante, on voyait que dans leur évaluation du délirium, il y avait 55% des patients qui avaient un délirium hypoactif et 45% qui avaient un délirium hyperactif. On sait en général que dans la littérature, c'est environ un tiers, un tiers, un tiers pour les types de délirium, ou est-ce que le troisième tiers, c'est un mixte. Il n'en parlait pas dans cette étude-là, il était vraiment 55 hypo, 45 hyper. Donc, l'étude est venue évaluer l'outcome principal, qui est en termes de nombre de jours de vie sans délirium et à l'extérieur de l'hôpital sur les 90 jours qui suivaient la randomisation. Ils n'ont pas vraiment vu de différence, un peu que ce qu'on a vu dans l'étude Mind USA. Parce qu'on ventilait ça un peu, on s'est rendu compte, et c'est là que le résultat a été bizarre, Mathieu, c'est que le taux de décès était beaucoup plus bas et statistiquement significatif dans le groupe Haldol, à 36% de décès versus 43% dans le groupe placebo. Et les autres choses qui évaluaient, c'est les affaires usuelles là, pour les neuroleptiques, pas d'effet vraiment indésirable entre les deux groupes. Là, donc, quand même assez sécure comme médication, ce que Mind USA nous avait déjà démontré. Globalement, 2 fois par jour, il évaluait avec le CAM-ICU, le ICD-SC, 2 fois par jour, il évaluait le niveau de délirium et il donnait les traitements. Donc, au total, là, les doses médianes qui ont été données, c'est 8,3 mg par 24 heures pour 3 jours et demi dans le groupe Haldol et 9 mg pour 3 jours,3 dans le groupe placebo. On s'entend que c'est pas 9 mg, là, mais c'est plutôt la quantité équivalente qui aurait été donnée si ça avait été de l'Haldol. Donc, essentiellement, les deux groupes étaient similaires en termes de pathologie et en termes de doses reçues. Alors, bizarrement, comme je le disais, on est arrivé avec un résultat qui sort de l'ordinaire, Mathieu, qui est pas du tout ce qu'on avait vu. En fait, on n'avait jamais vraiment vu ça. C'est pour ça que dans mon introduction, je disais, est-ce qu'on aurait trouvé une manière de diminuer la mortalité aux soins intensifs dû au délirium? Je connais la réponse de ce que tu vas me dire, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus puis savoir qu'est-ce que tu penses de ce résultat-là. Ben écoute, d'entrée de jeu, je suis surpris. Ça va à l'encontre de toute la littérature qu'on a présentement. Même, tu parlais de Mind USA qui avait de rien démontré en termes de bénéfices à mortalité. C'était un peu la même chose sur une méta-analyse qui était parue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un résultat qui surprend un peu. Mais quand on s'attarde aux chiffres, on se rend compte, là, sans vouloir se perdre vraiment dans les détails des chiffres, là, mais les intervalles de confiance sont proches de la signification statistique. Donc, je vais être franc, je ne sais pas à quel point c'est cliniquement significatif. Il semble être statistiquement significatif, ce signal-là, mais cliniquement, je ne sais pas à quel point ça a vraiment un impact. Puis l'autre chose aussi, c'est en termes de sélection de patients, tu l'as dit d'entrée de jeu, les deux groupes se ressemblent beaucoup. À la seule différence, c'est qu'il y a légèrement plus de COVID dans le groupe placebo que dans le groupe Haldol. Est-ce que cette différence d'à peu près grossièrement 3%, est-ce que cette différence-là
peut avoir eu un impact sur la mortalité en termes de nombre, parce qu'on sait que c'est une étude qui a été de 2018 à avril 2022, donc c'est une étude qui a connu la première, deuxième, troisième vague, surtout ce qu'on se rappelle, nos auditeurs peuvent très bien s'en rappeler, où qu'au début, hein, on n'avait pas tous les traitements et toutes les études qu'on a maintenant, donc le taux de mortalité était un peu plus élevé au début, donc est-ce que ça peut avoir influencé les résultats en termes de nombre de mortalité? Je vais être franc, je le sais pas parce que les auteurs le mentionnent pas. Puis ils l'ont pas décliné, hein? Exactement. Puis on a fouillé dans les suppléments puis tout. J'ai pas trouvé l'information. Fait que c'est ça, c'est pas ça, mais ça reste que je me questionne sincèrement si cliniquement c'est significatif. Ouais, puis je pense que tu as fait un petit calcul, tu as retiré en disant il y avait plus de COVID dans le groupe Aldol, mais tu les as retirés. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une différence avec la mortalité en retirant? C'est quoi le calcul que tu as fait? Ben, quand on regarde en nombre absolu, il y a eu 37 COVID dans le groupe Aldol, puis il y en a eu 52 dans le groupe placebo. Donc, ça fait une différence de 15. On assume que ces 15 patients COVID-là sont morts, ce qui est probablement pas le cas. Mais si ces 15 patients-là sont morts, pour normaliser, mettons qu'on met ça égal, là, ça diminue la mortalité à 40% au lieu de 43. Donc, est-ce que ça serait suffisant pour dire, est-ce qu'on baisse, est-ce que ça devient significatif au niveau statistique? Je sais très bien là, que ce que je viens de faire est une approximation très, très grossière. Là. C'est juste pour se donner un ordre d'idée que c'est peut-être assez suffisant pour que quelques mortalités de COVID aient pu influencer les résultats. C'est peut-être pas le cas non plus, là. C'est peut-être juste un biais cognitif de ma part qui veut vraiment pas qu'il y ait un bénéfice de mortalité sur les antipsychotiques en délirium. Là. Ouais. L'autre chose aussi, c'est qu'il y avait moins de pathologies médicales dans le groupe placebo, donc plus chirurgicales, puis ils les ont pas vraiment déclinées non plus, donc on ne sait pas. Hein? Des fois, ça peut être de la surveillance chirurgicale aux soins versus des fois des grosses pathologies chirurgicales. Fait que ça aussi, ça peut avoir différé. Parce que, comme je l'ai dit, les groupes étaient égaux, mais il y avait vraiment des différences entre les groupes, dans les deux groupes par rapport au COVID puis par rapport à la quantité de chirurgie. Alors, comme on vient de dire, c'est des approximations, mais dans le contexte que c'est la première fois qu'une étude sort et qui donne ce genre de trend-là et qui est significatif de façon statistique, comme on a dit, ben, on est en droit de se poser ce genre de questions-là. Fait que, au total, Mathieu, est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, OK, go, maintenant, on réaugmente nos doses d'Aldol? Parce qu'on le sait que les guidelines ne les supportent pas. On le sait qu'on fait attention. On sait qu'on essaie d'utiliser nos manières non pharma le plus possible pour réduire l'Aldol. Mais est-ce que ça va faire que tu vas te dire, ah ben là, dès que je vais avoir un délirium autant hypo que hyper, je ne vais pas me gêner à utiliser l'Aldol. Puis en passant aussi, c'est un détail important dans l'étude. Ils ont donné de l'Aldol sur les déliriums hypoactifs. Chose qui est, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu et ce que le monde va faire en général. Les hypoactifs, on va les laisser plutôt être calmes et tranquilles, puis on va y aller plus avec l'hyperactivité du délirium. Donc, est-ce que tu penses que tu vas changer ta pratique par rapport à ça? Moi, personnellement, non, ça change pas mon opinion, dans le sens que moi personnellement, là, puis bon, il faut quand même être conscient que j'ai peut-être des biais cognitifs défavorables envers les antipsychotiques, tu sais, je vais quand même être transparent là-dessus, là. Je pense pas que cette étude-là vienne tout changer la prise en charge du délirium. Je pense pas que ça va remplacer ce qu'ils appellent en anglais le A2F bundle, là, qui est la prise en charge un peu non pharmacologique, entre guillemets, la prise en charge du délirium. Je pense que ça, c'est des pierres d'assise du traitement, de la prévention du délirium. Je pense que ça changera pas. Puis c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait des études sur l'Aldol, on ne regarde pas le A2F bundle. Puis c'est AID-ICU ne fait pas exception à ça. MindUSA ne l'avait pas fait non plus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a seulement 2% des patients dans les deux groupes qui ont eu des contentions. Donc ça, c'est à tout honneur quand même. Il faut essayer d'éviter de contentionner le plus possible les patients parce que ça exacerbe un peu le délirium. Mais en même temps, Yann, tu le sais comme moi, des fois, on a des hyperactifs là, qui sont dangereux pour eux-mêmes ou dangereux pour le personnel. À un moment donné, il faut... Des fois, t'as pas le choix, il faut que tu le contentionnes. Il faut savoir agir. Puis, moi, cette étude-là vient me conforter un peu là-dedans. Ouais. Parce que, moi, MindUSA, c'était les antipsychotiques, ou l'allopéridol. Tu le gardes pour le patient qui est dangereux pour lui ou dangereux pour le personnel. Ben moi, ça vient me conforter avec ça en me disant, ben au moins, il n'y a pas d'augmentation de mortalité. Puis, personnellement, je doute de la signification clinique, de la diminution de la mortalité qui a été vue. Donc,
ça me rassure en disant que si demain, à l'unité, j'ai un patient en délirium hyperactif super dangereux pour lui ou le personnel, je pense que ça peut être justifié de le faire. Puis, on le sait que c'est sécuritaire parce que l'augmentation du QTC, là, ça a été seulement 2% dans le groupe Aldol versus 1,4% dans le groupe placebo, donc très non significatif. Puis on le sait que l'augmentation du QTC, c'est relié à la dose qu'on va donner. Donc, plus on va donner des doses faibles, moins il y a de risques sur le QTC. Là, on dit que normalement, ça te prend des doses au-dessus de 20 mg par jour pour avoir un impact sur le QTC. Donc, c'est des doses qui sont au-delà de l'étude de AID USA, parce qu'on se rappelle, c'était jusqu'à 20 mg par jour maximum. Donc, ce que ça dit, c'est que si on utilise de l'aldol, tu le conserves pour le patient qui est agité, dangereux pour lui-même ou pour le personnel, puis tu essaies d'utiliser les doses les plus faibles possibles. Puis tu essaies pour la plus courte durée possible. T'sais, on se rappelle, c'était quoi? Je pense que c'était autour de 3,3 jours de durée de traitement dans les deux groupes. Donc, c'est vraiment pour une courte période qu'on utilise ça. Moi, c'est un peu ça mon take de l'étude. Je sais pas, toi, Yann, en quoi ça va changer ta pratique, cette étude-là? Ben, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense pas que ça va me rassurer ou que je vais me dire waouh, je peux baisser la mortalité en donnant de l'aldol. Là, c'est pas un traitement dans cette optique-là. Naturellement, on va attendre. Hein. Il y a toujours des nouvelles études qui vont sortir. Je comprends le fait qu'ils n'utilisent pas le A2F bundle. Je trouve ça dommage, mais je pense qu'ils veulent isoler la variable aldol puis l'évaluer en tant que telle, vu que c'est la variable pharmacologique de choix qu'on utilise. Alors, est-ce que les prochaines études devraient le prendre en compte puis faire des plus gros groupes? Parce que si l'étude avait eu 2000 ou 3000 patients, on aurait vu là un trend ou pas de trend vers la mortalité, il aurait été un peu plus solide. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Moi, je sais que je ne suis pas très aldol. Des fois, quand je veux vraiment donner des neuroleptiques, je vais donner des neuroleptiques atypiques Péros là, pour une durée très limitée, là, comme par exemple du Seroquel ou de la Lanzapine ou quelque chose comme ça pour BID pour 3 jours avec une durée fermée. Donc, comme ça ne se perd pas quand c'est rendu à l'étage. Mais naturellement, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au minimum ma cause qui a causé le délirium. Ça peut être le sepsis, ça peut être un post-op. Donc, je vais essayer de réduire ça au minimum puis de focusser sur ces choses-là. Donc, non, ça ne changera pas ma pratique, mais comme tu as dit, si je suis obligé de donner de l'aldol parce que j'ai pas de voie Péros adéquate, ben je vais y aller, puis je vais y aller avec un peu plus de sûreté, sachant que si on dépasse pas notre 20 mg, comme tu as dit tout à fait, on n'est pas tellement en danger du QTC. Toujours trouver la dose la plus faible possible en neuroleptique pour aider nos patients et éviter les contentions. Puis, tu sais, il y a une chose qui est importante en termes de dose, c'est les personnes âgées sont plus sensibles à l'allopéridol et aux antipsychotiques. Il y a une étude, c'est pas une étude de soins intensifs, c'est une étude rétrospective unicentrique chez les patients âgés hospitalisés, mais ils se sont rendus compte que les doses faibles, donc de 0,5 à 1 mg, c'est aussi efficace et peut-être mieux, plus sécuritaire chez la personne âgée. Donc, ça martèle encore notre message de tantôt, où ce que, surtout si tu as un patient âgé, vaut mieux utiliser les plus petites doses possibles, parce que ça risque d'être aussi efficace puis avoir moins d'effets secondaires. Puis il y avait un autre point très intéressant, Yann, que tu mentionnais. Tu sais, tu parlais du A2F bundle, puis ça n'a pas été mis parce qu'on voulait isoler le traitement, mais c'est tellement complexe le délirium que des fois, je me demande si faudrait pas comparer placebo versus un traitement pharmacologique en addition au A2F bundle dans les deux groupes, qui dans le fond deviendrait le standard of care, je m'excuse de l'anglicisme, et dans le fond, ça nous permettrait de voir si l'ajout du traitement viendrait aider ou pas dans une prise en charge qui est plus globale. Puis c'est très drôle parce que il y a des gens qui font beaucoup de recherches sur le délirium qui ont émis cette hypothèse-là, comme je pense à Wes Ely ou bien à Lisa Burry qui est à Toronto. Donc, qui ont émis cette mention-là. Donc, je pense que pour les prochaines études, ça serait peut-être des voies à penser, là. Intéressant, c'est un bon point de le faire de cette façon-là parce que ça va venir ajouter au A2F bundle si les médicaments neuroleptiques aident ou aident pas à l'amélioration, à la diminution en fait de la morbidité du patient. Donc, en conclusion, Mathieu, je pense qu'on ne peut pas dire hors de tout doute que l'aldol diminue la mortalité. Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. On a beau avoir eu cette étude-là qui est venue démontrer ça, ben, ça reste quand même juste une étude avec peut-être des facteurs confondants. Donc, gardez à l'esprit que les traitements non pharmacaux, puis d'avoir des doses d'aldol au minimal ou de neuroleptiques minimales, ça reste peut-être la bonne option. Puis surtout, traitez votre cause de délirium. C'était super intéressant, Mathieu.
Merci d'avoir participé au podcast aujourd'hui encore avec moi. Et merci Yann, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Un sujet toujours aussi passionnant que le délirium. Ouais, je sais que c'est un de tes sujets préférés, Matt. Fait qu'au moins, je te vois comme un gars heureux aujourd'hui. Alors, merci à tous. N'hésitez pas de participer sur les réseaux sociaux avec nous. On est sur les plateformes habituelles. Faites attention à vous. On se revoit pour un prochain podcast. Bye. Bye Yann, bye tout le monde. Faites attention à vous autres. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.